Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Bagnard de l'Opéra d'Alexandre Dumas, célèbre romancier du 19e siècle, connu pour de nombreuses œuvres, dont celle-ci qui est parue en 1844. Alors dans ce court roman, Dumas nous fait vivre les surprenantes pérégrinations d'un dandy faux-monnayeur. Je vais donc poursuivre cette lecture. Nous en étions au chapitre 4 que je venais de débuter. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Ce n'est pas ma faute, mon cher, dit en entrant le nouvel arrivant. D'ailleurs, je ne suis pas en retard. Il tira sa montre. 5 heures. Imagine-toi que je gagnais quelque chose comme une 30 000 francs à Valjuson et qu'il m'a fallu lui donner revanche sur revanche, jusqu'à ce qu'il n'en perde plus que 10 000. Ah ça, tu te bats donc ? Mon Dieu, oui. Alexandre est venu me dire cela au moment où je venais d'être décavée de 200 louis, de sorte que j'ai assez mal écouté. Est-ce que tu n'aurais pas tenu, toi, 29, par la retourne et premier en main ? Certainement, j'aurais tenu. Eh bien, je trouve 5 trèfles. Cet imbécile de Larny, qui avait battu les cartes, s'en était donné 3 pour lui seul, et bêtement, comme tout ce qu'il fait. En donnant l'as et le roi à un autre. J'ai été déjà de 10 000 francs quand j'ai eu la bonne idée de me rattraper à l'écarté avec Valjuson, de sorte que je ne perds ni ne gagne. Vous ne jouez pas, vous, Fabien ? Non. Vous avez bien raison. Je ne connais rien de stupide comme le jeu. C'est une mauvaise habitude que j'ai prise et que je voudrais bien perdre. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques remèdes, docteur ? Mais un remède agréable, un remède moral joint à un bon régime hygiénique. À propos de cela, mon cher, où diable d'Harville a-t-il pris son abominable cuisinier ? Chez quelques ministres constitutionnels ? Il nous a donné hier un dîner que personne n'a pu manger. Tu t'es douté de cela, toi ? Tu n'es pas venu, tu as bien fait. Ah ça, où se bat-on ? Au bois de Boulogne, allée de la Muette. Oh, les traditions classiques. Mon cher, depuis que tu es à la Guadeloupe, on ne se bat plus là, on se bat à Clignancourt ou à Vincennes. Il y a des endroits charmants que Nestor a découverts. Tu sais, lui, c'est le Christophe Colomb de ces mondes-là. Ils se sont battus là avec Gallois. Un duel charmant. Tu sais comme ils sont braves tous deux. Ils se sont donné 3 coups d'épée chacun et se sont quittés, contents comme des dieux. Numéro 2, impar gaudet. Tu vois, hein, comme je tiens mon latin. Et quand je pense qu'on a été donné à mon détriment le prix de thème à cet imbécile de Larny, qui m'a fait perdre avec ses 3 trèfles un coup de 200 louis, tu lui revaudras cela ce soir. Mais je crois, messieurs, continua Olivier, qu'il est temps de partir. Il ne faut pas nous faire attendre. Comment allons-nous là-bas ? J'ai une espèce de landau avec des épées dedans, repris-je. Une voiture qui a un air tout à fait honnête. On ne se doutera jamais de ce qu'elle renferme. Très bien. Descendons. Nous descendîmes. Nous prîmes place et nous ordonnâmes au cocher de nous conduire au bois de Boulogne, allée de la Muette. À propos, dit Alfred quand la voiture commença de rouler, je vais peut-être avoir une affaire moi aussi. Et comment cela ? À cause de toi. À cause de moi ? Oui. Tu sais que tu as dit l'autre jour chez Madame de Mérange que tu ne connaissais à la Guadeloupe aucun monsieur de Faverne. Oui, parfaitement. Et j'ai entendu cela tout en faisant un whist. Ça m'était entré par une oreille, ça ne m'était pas sorti de l'autre. Quand, avant-hier, qui propose-t-on au club ? Un monsieur Henri de Faverne, qui se fait appeler vicomte. Et qui n'est rien du tout, j'en suis sûre. Alors, j'ai dit qu'il était impossible d'admettre cet homme, que les Favernes n'existaient pas, que tu connaissais la Guadeloupe comme ta poche, et que tu n'avais jamais entendu parler de ces gens-là, de sorte qu'il a été refusé. C'est fâcheux, au reste, parce qu'il est beau joueur. Voilà toute l'affaire. Il paraît qu'il a su que je m'étais prononcée contre lui et qu'il m'en veut. À son aise, quand il sera las de m'en vouloir, il viendra me le dire, je l'attends. À propos, et toi, avec qui te bats-tu ? Avec lui. Qui, lui ?
Avec ton monsieur Henri de Faverne. Comment? Mais c'est à moi qu'il en veut, et c'est avec toi qu'il se bat? Oui, il aura su que les renseignements venaient de moi, et il se sera tout naturellement adressé à moi. Oh, attends un instant, s'écria Alfred. C'est que je vais lui dire. Tu ne diras rien. Ce monsieur est un manant à qui on ne parle pas. D'ailleurs, ton affaire n'a aucun rapport avec la mienne. Il m'a insulté. C'est à moi de me battre. Voilà tout. Après moi, tu auras ton tour. Ah, ouais. Avec cela, tu les arranges bien, hein, quand tu t'en mêles. Mais celui-là, je t'en prie, tu me le tues pas tout à fait. Ce n'est qu'à cette condition-là que je te laisse. Veux-tu un cigare? Merci. Tu ne sais pas ce que tu refuses. Ce sont des véritables cigares du roi d'Espagne, que Vernon a rapportés de la Havane. Vous ne fumez pas, docteur? Non. Vous avez tort. Et Alfred alluma son cigare, s'accouda dans un coin de la voiture et, tout entier à l'agréable occupation qu'il venait de se créer, s'abîma dans la volupté de la fumée. Chapitre 5. L'allée de la Muette. Pendant ce temps-là, un jour pâle et maladif venait de se lever. Et l'on commençait d'apercevoir le bois de Boulogne, perdu au milieu du brouillard. Une voiture marchait devant la nôtre. Et comme elle prit la porte Maillot, nous ne doutâmes plus que ce fût celle de notre adversaire. Nous ordonnâmes donc à notre cocher de la suivre. Elle se dirigea vers l'allée de la Muette, au tiers de laquelle elle s'arrêta. La nôtre la joignit, et s'arrêta à son tour. Nous descendîmes. Ces messieurs avaient déjà mis pied à terre. Je jetai alors un coup d'œil sur Olivier. Un changement complet s'était opéré en lui. Le mouvement nerveux qui l'agitait la veille avait complètement disparu. Il était calme et froid. Un sourire de suprême dédain arquait sa bouche, et un léger pli entre les deux sourcils était la seule contraction qu'on put remarquer sur son visage. Pas un mot ne sortait de sa bouche. Son adversaire présentait un aspect tout opposé. Il parlait haut, riait avec éclat, gesticulait avec force, mais avec tout cela, son visage grimaçant était pâle et décontracté. De temps en temps, un spasme nerveux lui serrait la poitrine et le forçait de bâiller. Nous nous approchâmes de ces deux témoins qui furent forcés de lui dire de s'éloigner. Alors, il fit en arrière quelques pas en sifflant et se mit à piquer si violemment dans la terre la badine qu'il tenait qu'il le brisa. Les préparatifs du combat étaient faciles à régler. Monsieur de Faverne avait indiqué l'heure. Olivier avait choisi les armes. Tout arrangement était impossible. La question était donc purement et simplement de savoir si l'on arrêtait le combat après une première blessure, ou si on lui laisserait telle suite qu'il plairait aux combattants de lui donner. Olivier s'était prononcé à ce sujet. C'était un droit de sa position d'offensé. Rien ne devait arrêter les épées, que la chute d'un des deux adversaires. Les témoins discutèrent un instant, mais furent obligés de céder. Nous ne les connaissions ni l'un ni l'autre. C'étaient des amis de monsieur Henri de Faverne, et à part leurs tranchants et leur manière de sous-officier, nous les trouvâmes assez au fait des fonctions qu'ils remplissaient. Je leur présentai les épées, qu'ils examinèrent. Pendant cet examen, je revins vers Olivier. Il était occupé à faire remarquer une faute héraldique qu'il s'était glissée dans le blason, sans doute improvisé, de son adversaire. Le vicomte portait couleur sur couleur. En me voyant, il me prit à part. « Tenez, me dit-il, voici deux lettres, l'une pour ma mère, l'autre pour... » Il ne prononça point le nom, mais me montra ce nom, écrit sur la lettre. C'était celui d'une jeune personne qu'il aimait et qu'il était sur le point d'épouser. « On ne sait pas ce qui peut arriver, continua-t-il. S'il m'arrivait malheur, faites porter cette lettre à ma mère. Quant à l'autre, cher ami, ne la remettez qu'en main propre. » Je lui promis. Puis, voyant que plus le moment du combat approchait, plus son visage devenait calme. « Mon cher Olivier, lui dis-je, je commence à croire que ce monsieur a eu tort de vous insulter et qu'il va payer cher son imprudence. Oui, dit le docteur, surtout si votre sang-froid est réel.
Un sourire effleura les lèvres d'Olivier. « Docteur, dit-il, dans l'état de santé ordinaire, combien de fois le pouls d'un homme qui n'a aucun motif d'agitation bat-il à la minute ?»« Mais, répondit Fabien, 64 ou 65 fois ? Tâtez mon pouls, docteur, dit Olivier en tendant la main à Fabien. Fabien tira sa montre, appuya son doigt sur l'artère et, au bout d'1 minute, 66 pulsations, dit-il. C'est miraculeux d'empire sur vous-même, ou votre adversaire est un Saint-Georges, ou c'est un homme mort. Mon cher Olivier, dit Alfred en se retournant, es-tu prêt ? Moi ? Dit Olivier. J'attends. Eh bien. Alors, messieurs, dit-il, rien n'empêche que l'affaire ne se vide ? Oui, oui, s'écria M. de Faverne, oui. Vite, vite, sacrebleu. Olivier le regarda avec un léger sourire de mépris. Puis voyant qu'il jetait bas son habit et son gilet, il ôta les siens. C'est alors qu'apparut une nouvelle différence entre ces deux hommes. Olivier était mis avec une coquetterie charmante. Il avait fait toilette complète pour se battre. Sa chemise était de la plus fine batiste, fraîche et soigneusement plissée. Sa barbe était nouvellement faite, ses cheveux ondulaient comme s'ils sortaient du fer de son valet de chambre. Tout au contraire, la chevelure de M. de Faverne dénonçait une nuit agitée. On voyait qu'il n'avait pas été coiffé depuis la veille, et que cette coiffure avait été fort dérangée par l'agitation de la nuit. Sa barbe était longue, et sa chemise de jaconas était évidemment la même que celle avec laquelle il avait couché. Décidément, cet homme est un manant, murmura Olivier. Je lui remis une des épées, tandis qu'on remettait l'autre à son adversaire. Olivier la prit par la lame et eut à peine l'air de la regarder. On eût dit qu'il tenait une canne. Monsieur de Faverne prit au contraire la sienne par la poignée, fouetta 2 ou 3 fois l'air avec la lame, puis il s'enveloppa la main avec un foulard, afin d'assurer autant mieux l'épée dans sa main. Olivier seulement alors ôta ses gants, mais jugea inutile d'user de la précaution que venait de prendre son adversaire. Seulement alors je remarquai sa main. Elle avait la blancheur et la délicatesse d'une main de femme. « Eh bien, monsieur, dit M. de Faverne, eh bien ? » ?»« Eh bien, j'attends, » répondit Olivier. « Allez, messieurs, » dit Alfred. Les adversaires, qui étaient à 10 pas l'un de l'autre, se rapprochèrent alors. Je remarquai que plus Olivier se rapprochait, plus sa figure devenait douce et souriante. Tout au contraire, celle de son adversaire prit un caractère de férocité dont j'avais cru ses traits incapables. Son œil devint sanglant et son teint couleur de cendre. Je commençai à être de l'avis d'Olivier. Cet homme était un lâche. Au moment où les épées se touchèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent et montrèrent ses dents convulsivement serrées. Tous deux tombèrent en garde en face l'un de l'autre. Mais autant la pose d'Olivier était simple, facile, élégante, autant celle de son adversaire, quoique dans toutes les règles de l'art, était raide et anguleuse. On voyait que cet homme avait appris à faire des armes à un certain âge, tandis que l'autre, en vrai gentilhomme, avait depuis son enfance joué avec des fleurets. Monsieur de Faverne commença l'attaque. Ses premiers coups furent vifs, serrés, précis. Mais ses premiers coups portés, il s'arrêta, comme étonné de la résistance de son adversaire. En effet, Olivier avait paré ses attaques avec la même facilité qu'il eût fait dans un assaut de salle d'armes. Monsieur de Faverne en devint plus livide encore, si la chose était possible, et Olivier plus souriant. Alors, Monsieur de Faverne changea de garde, plia sur ses genoux, écarta les jambes, à la manière des maîtres italiens, et recommença les mêmes coups, mais en les accompagnant de ces cris qu'ont l'habitude de pousser pour effrayer leurs adversaires, les prévôts de régiment. Mais ce changement d'attaque n'eut aucune influence sur Olivier. Sans reculer d'un pas,
sans rompre d'une semelle, sans précipiter un seul de ses mouvements, son épée se lia à celle de son adversaire, ou la précéda alternativement, comme s'il eût pu deviner les coups que celui-ci allait lui porter. Il avait véritablement, comme il l'avait dit, un sang-froid terrible. La sueur de l'impuissance et de la fatigue coulait sur le front de M. Faverne. Les muscles de son cou et de ses bras se gonflaient comme des cordes, mais sa main se fatiguait visiblement. Et l'on comprenait que si l'épée n'était maintenue à son poignet par le foulard, à la première attaque un peu vive de son adversaire, son épée lui tomberait des mains. Olivier, au contraire, continua de jouer avec la sienne. Nous regardions en silence ce jeu terrible, dont il nous était facile de deviner le résultat d'avance. Comme l'avait dit Olivier, on pouvait deviner que M. de Faverne était un homme perdu. Enfin, au bout d'un instant, un sourire plus caractérisé se dessina sur les lèvres d'Olivier. À son tour, il simula un ou deux coups, puis un éclair passa dans ses yeux. Il se fendit, et d'un simple dégagement, mais si serré, si vif, que nous ne pûmes pas le suivre des yeux, il lui passa son épée au travers du corps. Puis, sans prendre la précaution d'usage en pareil cas, c'est-à-dire de se rejeter en arrière par un pas de retraite, il abaissa son épée, sanglante, et attendit. M. de Faverne jeta un cri, porta la main gauche à sa blessure, secoua sa main droite pour la débarrasser de l'épée, qui, liée à son poignet, lui pesait comme une masse, puis, passant d'une pâleur livide à une pâleur cadavéreuse, il chancela un instant et tomba évanoui. Olivier, sans le perdre tout à fait de l'œil, se retourna vers Fabien. « Maintenant, docteur, dit-il de son son de voix habituel, et sans que la trace de la moindre émotion se fît reconnaître. Maintenant, docteur, je crois que le reste vous regarde. » Fabien était déjà près du blessé. Non seulement l'épée lui avait traversé le corps, mais elle avait encore été trouée la chemise flottante. Tout le coup avait été profond, le sang remontait à plus de 18 pouces de la lame. « Tenez, mon cher, me dit Olivier, voici votre épée. C'est étonnant comme elle est montée à ma main. Chez qui l'avez-vous achetée ? Chez Devime. Ayez donc la bonté de m'en commander une pareille paire. Gardez celle-ci. Vous vous en servez trop bien pour vous les reprendre. Merci. Ça me fera plaisir de les avoir. » Puis, se retournant vers le blessé, « Je crois que je l'ai tué, dit-il. J'en serais fâché. Je ne sais pourquoi il me semble que ce malheureux-là ne doit point mourir de la main d'un honnête homme. » Puis, comme nous n'avions plus rien à faire là, que M. de Faverne était entre les mains de Fabien, c'est-à-dire d'un des plus habiles docteurs de Paris, nous remontâmes dans notre voiture, tandis qu'on portait le blessé dans la sienne. 2 heures après, je reçus une magnifique pipe turque qu'Olivier m'envoyait en échange de mes épées. Le soir, j'allais en personne prendre des nouvelles de M. de Faverne. Le lendemain, j'envoyai mon domestique. Le 3e jour, ma carte. Puis comme ce 3e jour, j'appris que, grâce aux soins de Fabien, il était hors de danger, je cessai de m'occuper de lui. 2 mois après, à mon tour, je reçus sa carte. Puis je partis pour un voyage et je ne le revis plus que le jour où je le retrouvai au bagne. Olivier ne s'était pas trompé sur l'avenir de cet homme. Chapitre 6. Le manuscrit. On devine alors combien je fus curieux de connaître les événements qui avaient conduit aux galères cet homme que, comme il le disait lui-même, j'avais rencontré dans le monde. Je songeais alors tout naturellement à Fabien, qui, l'ayant soigné de la terrible blessure que lui avait faite Olivier, devait avoir recueilli sur cet homme de curieux détails. Aussi, ma première visite à mon retour à Paris fut-elle pour lui. Je ne m'étais pas trompée. Fabien, qui a l'habitude d'écrire jour par jour tout ce qu'il fait, alla à son secrétaire. Et parmi plusieurs cahiers de papier séparés les uns des autres, en chercha un qui me remit. « Tenez, mon ami, me dit-il, vous trouverez là-dedans, tous les renseignements que vous désirez avoir. Je vous les confie. Faites-en ce que vous voudrez, mais ne me les perdez pas.
Ce cahier fait partie d'un grand ouvrage que je compte faire sur les maladies morales que j'ai traitées. Ah, diable, mon cher, lui dis-je, il y aurait là un trésor pour moi. Aussi, cher ami, soyez tranquille. Si je meurs d'un certain anévrisme, qui de temps en temps murmure tout bas aux oreilles de mon cœur, que je ne suis que poussière et que je dois m'attendre à retourner en poussière, ces cahiers vous sont destinés, et mon exécuteur testamentaire vous les remettra. Je vous remercie de l'intention, mais j'espère ne jamais recevoir le cadeau que vous me promettez. Vous avez à peine 3 ou 4 ans de plus que moi. D'abord, vous me flattez, j'en ai 12 ou 13. Si je ne me trompe, mais que fait l'âge en pareille circonstance? Je connais tel vieillard de 70 ans qui est plus jeune que moi. Allons donc. Vous, docteur, vous avez de pareilles idées? C'est justement parce que je suis docteur que je les ai. Tenez, voulez-vous voir la maladie que j'ai? La voilà. Il me conduisit devant un dessin parfaitement fait. Il représentait l'anatomie du cœur. J'ai fait faire ce dessin sur mes renseignements et pour mon usage particulier, continua-t-il, afin de juger matériellement, si je puis parler ainsi, ma situation. Vous le voyez, c'est un anévrisme. Un jour, ce tissu-là crèvera. Quand? J'en sais rien. Peut-être aujourd'hui, peut-être dans 20 ans. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il crèvera. Alors en 3 secondes, ce sera fini. Et un beau matin, en déjeunant, vous entendrez dire « Tiens, ce pauvre Fabien, vous savez ? Oui, eh bien, il est mort subitement. Bah, et comment cela ? Oh, mon Dieu ! En tâtant le pouls d'un malade, on l'a vu rougir, puis pâlir, il est tombé sans pousser un seul cri, on l'a relevé, il était mort. Tiens, c'est étrange. Et on parlera 2 jours dans le monde, puis 8 jours à l'école de médecine, 15 jours à l'institut, et tout sera dit. Bonsoir Fabien. Vous êtes fou, mon cher. C'est comme, j'ai l'honneur de vous le dire, mais 1000 fois pardon. Il faut que je vous quitte, mon hôpital m'attend. Voilà votre cahier, prenez-en copie et faites-en ce que vous voudrez. Adieu. Je serrai une dernière fois la main de Fabien, en signe de remerciement, et je pris congé de lui, tout joyeux et tout attristé à la fois. Tout attristé de la prédiction qu'il venait de me faire, et tout joyeux des renseignements que son cahier allait me donner. Aussi, je rentrai chez moi. Je consignai ma porte, je mis ma robe de chambre, je m'étendis dans mon grand fauteuil, j'allongeai mes pieds sur les chenets, et j'ouvris mon précieux mémoire. Je copie littéralement, sans rien changer à la rédaction de Fabien. Chapitre 7. Cette nuit, j'ai été prévenue, à 1h du matin, qu'un duel devait avoir lieu entre M. Henri de Faverne et M. Olivier d'Ornois, et que ce dernier me faisait prier de les accompagner sur le terrain. Je me rendis seule chez lui à 5 heures précises. À 6 heures, nous étions allés à la Muette, lieu du rendez-vous. À 6h15, M. Henri de Faverne tombait blessé d'un coup d'épée. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt.